Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Au nom de la paix et de la stabilité, Ousmane Sonko a dit oui à son marabout qui lui a demandé de déférer à la convocation de la justice demain. Le collectif de ses avocats s'est aussi réuni en catastrophe cet après-midi. Malgré des légèretés et vices de procédure soulignés, les avocats ont conseillé à Sonko d'aller répondre. Cela fait un an aujourd'hui depuis le premier cas signalé de Covid-19 au Sénégal. L'heure est au bilan et dans son rapport annuel, le SAMU fait état de 142 680 alertes reçues. Le reportage du jour sur nos téléphones portables qui nous accompagne jusqu'à l'heure du coucher. C'est une habitude dangereuse pour notre santé et pour plusieurs raisons. À découvrir dans le reportage de Aïssatou Kane. Et dans ce nouveau numéro de Réussir au Sénégal, nous irons à la découverte d'un petit génie El Hadj Thiam, un natif de Touba qui depuis 2008 traduit son génie en accessoires utiles à la société. C'est donc un non. Ousmane Sonko n'invoque plus son droit à la résistance à l'oppression. Il va déférer à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet demain à 9h. Son marabout Serigne Abdou Mbacké a lui-même fait l'annonce dans un communiqué au nom de la paix, Cheikh Hassan Fall. Telle une roulette russe, l'affaire Ousmane Sonko prend au fil du temps des tournures toujours aussi palpitantes. Le député et leader du parti PASTEF, qui est accusé de viol et de menaces de mort, semble aux dernières nouvelles disposé à répondre à l'appel de la justice. L'homme politique, qui entre-temps a perdu son immunité parlementaire, avait recusé le juge du 8e cabinet, qui selon lui est réputé faible et non indépendant. Sonko va finalement déférer à la convocation du juge d'instruction Mamadou Seck. Une révélation de son marabout Serigne Abdou Mbacké ibn Serigne Cheikh Khady dans un communiqué. Ce dernier, connu pour être très proche de Sonko, a annoncé à travers une note parvenue à emedia.sn que le leader des patriotes de PASTEF allait faire face au juge ce mercredi pour audition. Une médiation pour calmer le jeu et éviter d'éventuelles échauffourées comme celle du 8 février dernier. Rappelons que ce jour-là, des heurts ont mis aux prises policiers et sympathisants d'Ousmane Sonko devant le domicile du député et dans quelques zones du pays. Cependant, même si Ousmane Sonko a donné son accord au marabout, reste maintenant à avoir l'aval de son parti car les cadres du PASTEF n'ont pas encore accordé leur violon face à cette nouvelle donne. Partira pas. Réponse d'ici peu. Merci beaucoup, cher Hassan Fall. Réuni en collectif, ses avocats lui conseillent également de répondre à la convocation de la justice. Selon Maître Bamba Cissé, le client Ousmane Sonko a pris acte de cette recommandation et devrait aviser dans les prochaines heures. Maître Bamba Cissé que nous allons suivre dans quelques instants. Et c'est le moment choisi par le Front de résistance nationale pour apporter son soutien au leader du PASTEF. Le FNR appelle toute l'opposition à rester mobilisée pour une instruction transparente. Le Front, qui a rendu visite à Sonko, lui recommande d'affiner sa stratégie pour faire face au régime sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Et nous retrouvons Maître Bamba Cissé, l'un des avocats du député Ousmane Sonko, qui revient sur sa convocation demain à 9h. Soucieux d'empêcher que le refus de déférer à la convocation ne soit le prétexte à des provocations dont le but serait de lui imputer de nouvelles infractions, a estimé, après concertation, de conseiller à M. Ousmane Sonko de déférer à la convocation de demain matin à 9h devant le juge d'instruction du 8e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L'honorable député Ousmane Sonko a pris acte de ce conseil et avisera dans les heures qui suivent. Vous allez attendre d'ici quelques moments. Je pense que l'honorable député Ousmane Sonko va s'exprimer. Il vous l'a confirmé? Il va s'exprimer et nous avons déjà donné nos conseils que nous avons lus par le biais de ce communiqué-là. Un an de lutte ardue contre un ennemi invisible, un an de résistance. Le virus avance, mais les autorités sanitaires ne reculent point. Les mesures de restriction se sont succédées ces 12 derniers mois. État d'urgence, couvre-feu, deux mots qui font désormais partie du quotidien des Sénégalais. Les précisions de Papa Lunsar.
Ce soir, mes chers compatriotes, l'heure est grave. La décision du président de la République également. Nous sommes le 23 mars 2020. Macky Sall fait face à la nation avec un discours de combat. À cette période, la guerre sanitaire venait juste de commencer. Le général au front déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Tout est sous cloche. À ce stade de la lutte, le Sénégal était à 79 cas de contamination. Les autorités serrent la vis, mais difficile de chasser un ennemi commun, invisible de surcroît. Du mois de mars au mois de mai 2020, le gouvernement proroge à 2 reprises ces mesures restrictives, mais la pandémie de Covid-19 ne faiblit pas. Les cas augmentent, les décès également. Les Sénégalais veulent plus respirer. Manifestations dans les rues de la capitale, mais pas que. Le président de la République lève les verrous le 30 juin 2020. Un grand ouf de soulagement pour l'économie nationale. Mais le temps de répit n'est de courte durée. Le coronavirus recule. Pour mieux sauter les gestes barrières, il choisit le mois de décembre. La deuxième vague s'annonce, se confirme même. Elle est plus virulente, plus mortelle. Retour à la case de départ. Le gouvernement décrète encore l'état d'urgence et un couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin dans les régions où le virus circule le plus, Dakar et Thiès. Des mesures restrictives prolongées jusqu'au 20 mars prochain. Le couvre-feu partiel demeure. L'état d'urgence saute pour laisser la place à l'état de catastrophe sanitaire. Et le SAMU national a recensé 142 680 alertes. Il s'agit là du rapport annuel de la pandémie livré par le directeur du service médical d'urgence sanitaire. Dr Mamadou Diarabé revient sur le dispositif qui a été mis en place. Regardez. Le centre 15-15, le SAMU 15-15 que vous entendez très souvent, beaucoup d'alertes ont été reçues. 142 680 exclusivement liées à la Covid. Le SAMU a également joué un rôle très important dans la régulation des transports médicalisés. Et ceci est très important, ça a permis en tout cas de mettre à disposition des lits d'hospitalisation dans des délais très brefs aux patients qui étaient atteints par la Covid. Mais surtout, dans cette régulation médicale, le SAMU a joué un rôle très important, surtout pour les patients qui présentaient des facteurs de risque d'aggravation. Et ceci est très important parce que ça a permis d'anticiper sur l'aggravation, mais également sur la surmortalité. Et parmi ces patients présentant des facteurs de risque de gravité, que le SAMU a eu à réguler, 13 662 patients ont été concernés. Pour les transports, toutes les structures participaient au transport. Les districts, qui ont joué un rôle très important, les hôpitaux, mais également les structures privées. Le SAMU a effectué dans ces SUMUR 1127 transferts de patients graves à sévères. Et parmi ces patients, 985 ont été identifiés comme graves. L'âge moyen de ces patients était de 64 ans, mais nous avons vu quand même qu'il y avait des patients jeunes, parce que les extrêmes étaient de 8 ans et de 101 ans. Le virus s'est rapidement propagé dans tous les secteurs d'activité. Les transports, par exemple, ont fortement ressenti les lourdeurs de la crise sanitaire, doublée d'une crise économique. Un an après, les transporteurs peignent un tableau très sombre de la gestion de la pandémie sur leurs activités. Reportage à la gare Lat Dior, signé Abdourahmane. Qui ne se souvient pas du 2 mars? La cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contacté par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française. La déclaration du ministre de la Santé et de l'Action sociale avait retenu l'attention de tout un peuple, y compris celle de ses transporteurs. Un an après, le virus continue de marquer sa présence et ces professionnels du transport continuent d'en subir les conséquences. Si par jour j'avais 5 000 francs, aujourd'hui je suis à 2 500. Et cela ne sert qu'à l'achat de gasoil, quelle qu'en soit la situation, pour ensuite rentrer les mains vides. C'est une situation très difficile, je vous assure. Toujours à la gare Lat Dior, au centre de la capitale, nous rencontrons Asgay. De 15 000 francs, son bénéfice journalier est passé à 7 000 francs. La conséquence des directives de leur tutelle pour exiger la restriction du nombre de passagers dans les moyens de transport.
Alternative trouvée par ce professionnel du transport a été de se tourner vers les fameux cars rapides qui lui permettaient de gagner plus. Ce que nous pouvons gagner avec les cars rapides, nous ne pouvons pas l'avoir avec les bus Tata. Primo, avec les cars rapides, on a plus de clients. L'autre chose est que les cars rapides peuvent se permettre de stationner n'importe où pour prendre des clients, ce qui n'est pas le cas avec les bus Tata. Adama Faye, par contre, est toujours avec son taxi. Et ce, en dépit de ses heures de travail qui ont complètement changé à cause du couvre-feu. Tout le monde est complètement. Moi, je suis taximan complètement. À cause du couvre-feu, nous ne parvenons plus à travailler convenablement. Les gens ne vont nulle part, les boîtes de nuit sont fermées. Moi qui vous parle, je squattais souvent les boîtes de nuit car c'est ce qui me permettait de gagner ma vie. Avant le couvre-feu, je travaillais pratiquement toute la nuit. Il invite les propriétaires des véhicules à la compréhension et à revoir à la baisse le montant des versements. Un montant qu'il révèle n'avoir pas varié depuis l'apparition du virus au Sénégal. Du secteur informel, de l'artisanat aux marchands ambulants, en passant par la restauration, les conditions de survie sont encore pénibles. À Bouté d'Issao et Cheikh Diop ont rencontré 8 ces Sénégalais qui tentent de s'en sortir tant bien que mal. Le premier cas de Covid-19 au Sénégal, le secteur informel est assez révélateur des conséquences de cette pandémie sur la vie des Sénégalais. Au village artisanal de Soumbédioune, nous sommes en pleine saison de tourisme, mais sans touristes. La Covid est passée par là. Les acteurs du secteur artisanal expriment leur désarroi. Nous dépendons du tourisme. Et actuellement, le tourisme est au bas niveau. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu ça. Ça, c'est un problème mondial. Parce qu'il n'y a plus de touristes. Quand il n'y a pas de touristes, tu verras personne. Et nous, les gens du village artisanal de Soumbédioune, 90% de nos clients viennent de l'extérieur. Et l'État nous a promis de nous donner 150 000 francs par personne. Et jusqu'à présent, les 150 000 francs, il n'y en a qu'à peu près 200 personnes qui ont eu cette argent. Plus de 1000 personnes dans le village artisanal de Soumbédioune. Et 150 000 francs, c'est 500 francs par jour. Pendant un an, c'est 500 francs par jour. Autre secteur lourdement impacté par la pandémie, celui de la restauration. Le coronavirus nous a fortement impactés, surtout nous qui avons des restaurants. Nous avons réduit les plats que l'on préparait. Le couvre-feu est venu nous plonger davantage dans des difficultés. Le temps que nous avons est trop limité. Ce qui fait qu'à la fin du mois, nous avons du mal à payer nos employés ainsi que la location. Au moins, si on pouvait revoir l'heure de démarrage du couvre-feu, ça serait mieux. C'est très dur pour nous. Les marchands ambulants ne sont également pas épargnés par le coronavirus. Ils en souffrent énormément, selon cet ambulant. Au début de la pandémie, nous avons dû rentrer au Saloum, où nous sommes restés quelques mois. À présent, c'est très dur pour nous, mais Dieu est grand. Tout compte fait, le coronavirus a lourdement impacté tous les secteurs d'activité et surtout le secteur informel, comme en témoignent ces Sénégalais qui peinent à joindre les deux bouts depuis le début de cette pandémie. L'actualité sanitaire, c'est aussi cette journée de consultation gratuite et de don de médicaments à Yen. Ce sont les jeunes de la commune qui ont décidé de soulager les populations dans la prise en charge médicale. Babacar Seck nous parle de cette action de solidarité. Pour permettre à la majorité des populations d'avoir accès aux soins dans ce contexte de crise sanitaire, un groupe de jeunes de la commune de Yen a organisé une journée de consultation gratuite au bénéfice de plus de 300 personnes. Vu les dégâts collatéraux causés par le Covid-19, aujourd'hui, toute l'économie de ce village est à genoux. Alors les gens ont des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Ils ont des difficultés pour se soigner et c'est avec un grand plaisir et un réel honneur qu'on vient appuyer Nabou qui ne fait que solidariser cette action qui vraiment est une action très noble.
Cette journée est l'occasion pour sensibiliser les populations à la vaccination contre la Covid. Il y a une équipe de jeunes qui est bien organisée et qui fera l'ensemble des villages qui sont ici pour sensibiliser les gens pour faire les vaccinations. Parce que c'est inévitable. Si on veut éradiquer carrément le Covid, il va falloir que tout le monde soit vacciné. Les médicaments sont entièrement pris en charge pour cette consultation. lépp li nga xam ne tey consulter nañ ko nit ki gratuitement bindal ko ay médicaments gratuitement dañ koy jox fii ci pharmacie bi pour mu dem faju ji. Selon les initiateurs de cette journée, Yen sera le point de départ d'une caravane qui va sillonner plusieurs régions du Sénégal. Merci beaucoup, Babacar Seck. Est-ce que vous saviez que dormir près de son téléphone n'est pas recommandé? Plusieurs études ont démontré que cette habitude comporte des risques pour la santé, sommeil perturbé, maux de tête, des étourdissements et même au-delà. Aïssatou Kane. L'analyse du marché de la téléphonie mobile démontre qu'en moyenne, 4 088 499 sur les 1 373 556 ménages ont rompu d'avec le combiné au profit du téléphone portable. Mais ça n'est pas sans inconvénient. Dormir près de son téléphone portable, une attitude anodine, juste en apparence, mais un comportement à risque. Alors c'est vrai que tout ce qui est transmission de signaux, il y a des risques que les personnes soient, s'ils sont proches des éléments qui communiquent, d'être affectés. Maintenant, c'est dans l'usage qu'on en fait. Si effectivement on l'utilise de façon abusive ou carrément le soir lorsqu'on dort, il peut y avoir à long terme des effets effectivement sur la santé. La plupart est consciente pourtant des dangers des smartphones, la nuit en particulier. Oui, je sais effectivement qu'il y a des risques en mettant son téléphone sous son oreiller, car ça peut causer des problèmes psychologiques sur le cerveau. Je sais que c'est vraiment pas bien aussi de brancher son téléphone à côté et de dormir à côté de la prise. Cédric est étudiant en master. Il a déjà eu des problèmes de santé à cause de l'usage du téléphone portable. J'ai eu à vivre ça auparavant parce que j'avais l'impression que la lumière du téléphone me dérangeait au fait. Du coup, je suis allé me faire consulter et il s'avérait que ça avait eu un impact. Du coup, je suis allé me faire les lunettes. L'enseignant recommande de revoir l'utilisation des appareils téléphoniques. Si vous pouvez réduire la durée des communications, c'est là. Si à la limite vous ne pouvez pas diminuer la durée des communications, c'est d'utiliser des kits mains libres où le téléphone ne sera pas directement en contact avec la tête. Évitez vraiment le soir, si c'est possible, avant de se coucher, vous n'en avez pas besoin de l'éteindre. Parce que si vous vous couchez et vous le mettez près de vous-même, le téléphone, même s'il n'y a pas d'appel, est toujours en train de communiquer avec le réseau. Maintenant, l'autre aspect, il y a une valeur qu'on vous indique, qu'on appelle le DAS, débit d'absorption spécifique. Vous pouvez vous référer à cette valeur pour voir est-ce que le téléphone que vous utilisez est potentiellement dangereux ou pas. Les dangers liés à l'usage du téléphone portable ne font aucun doute. Des conclusions inquiétantes de la recherche ont prouvé une augmentation du cancer, de l'autisme, de problèmes auditifs, des maux de tête récurrents, entre autres. C'était donc le reportage du soir. Et dans le reste de l'actualité, un public reportage encourager la lecture chez les jeunes en Afrique. La fondation UBA a organisé un concours de dissertation autour de ce thème justement. Les 3 lauréats ont reçu leur bourse hier. À Boutedissa au compte rendu. Ce concours, qui a vu la participation de milliers d'élèves, promeut la lecture en Afrique et ambitionne de cultiver l'excellence dans le système éducatif de nos pays. Actualité oblige, la première phase de l'édition de cette année a notamment porté sur l'impact de la Covid-19 sur le système éducatif sénégalais, avant de proposer aux finalistes de réfléchir sur l'importance de la lecture dans la formation de l'humain. Le représentant du directeur général de UBA Sénégal revient sur l'importance que revêt ce concours. Nous avons encore une fois reçu un nombre de participations beaucoup plus élevé que les années précédentes, puisque nous avons eu plus de 2400 participants venus de tout le Sénégal, des régions comme de Dakar, du public comme du privé. Nous avons pour cette année soumis une épreuve aux élèves portant sur l'impact de la Covid-19 sur le système éducatif. Comment ce système devrait-il être repensé au sortir de cette pandémie?
La gagnante du concours exprime sa satisfaction d'être la lauréate de cette édition. Comme tout vainqueur, je peux dire que je suis ébahie, je suis surprise. En même temps, je suis fière de moi. C'est évident, je suis contente. Le concours, je l'ai su lorsque j'étais au collège. Mentalement, je me préparais. Et quand je suis arrivée au lycée, voilà, l'année dernière, je ne m'étais pas préparée, mais cette année, oui. Comme chaque année, 3 lauréats ont vu leurs efforts récompensés. Avec ces bourses d'excellence, ils ont désormais la liberté de choisir une université africaine pour poursuivre leurs études supérieures avec la bénédiction de la fondation UBA. C'est l'histoire de El Hadj Thiam, jeune scientifique sénégalais. Il est né à Touba et a créé des lampes solaires et d'autres infrastructures utiles à la société. On va dire que El Hadj Thiam a un don, il n'hésite jamais à le concrétiser malgré ses maigres moyens. Goranda Klo et Tcherno Faye l'ont rencontré pour ITV. Nul ne détient le monopole du savoir, c'est ce que traduit El Hadj Thiam, un scientifique qui n'a pourtant pas fait longtemps les bancs, mais cela n'est point un handicap pour lui de développer ses connaissances en énergie. Li ma njëkk a créé mooy courant continu courant boo xam ne dara du ko doxal moom laa njëkk a defar ay 2008 courant boo xam ne du essence du gasoil du dara. Créer ce que l'on appelle le courant continu, c'est de l'électricité hors délestage et je l'ai mis en marche en 2008 et après avoir réussi cette invention, je me posais même la question comment j'ai pu expérimenter cette innovation. Mais seul mon engagement m'a permis de réaliser cette œuvre et après cela, j'ai créé un sac solaire pour faciliter aux élèves qui n'ont pas l'accès à l'électricité de pouvoir apprendre leurs leçons la nuit. Est-ce que duñ jël courant boo xam ne mën ko def seen intégré ko seen biir saag yi su ko defee ñu mën see taal benn népp wala ñaari népp. Cet ancien bijoutier reconverti en scientifique, El Hadj possède également une multitude de connaissances pour faciliter la vie aux Sénégalais. Fan yi nag ñu ngi si benn projet boo xam ne projet bi biñ ko tàmbalee léegi war na mat 1 an. Actuellement, j'ai entamé un nouveau projet depuis 1 an. Je suis en train de poursuivre mes recherches. Ce projet consiste à sortir du gaz de l'eau salée et ce gaz a les mêmes qualités que celui utilisé dans les maisons. Mieux, nous avons poussé nos recherches et nous avons utilisé l'eau salée pour faire fonctionner une voiture qui n'a plus besoin de carburant pour rouler. Et cette voiture emprunte les routes depuis plus de 8 mois. Ce natif de Touba déplore l'inertie des autorités étatiques qui n'ont pas pu répondre à sa demande. Formation yépp bëgg nañ ko waaye man defoon naa ci ay jéego ci wàllu ci biir état bi yàlla dogalee boobu Omar Youm moo nekkoon directeur xam naan ki cabinet Macky Sall. J'ai envoyé de nombreuses correspondances à la présidence et j'ai reçu des accusés de réception, mais elle n'a pas pris en compte notre demande qui consiste à bâtir une école de formation à Touba pour encadrer les jeunes. Seulement, la présidence n'a fait que saluer notre volonté. Bi lolé mo togal lu tal un an et demi mo bindat lettre bi mo bindaté lettre xeyna ñom jot nañ sa message xeyna ñom xam naa ne lettres yi ñu jot yu bëri duñ am temps pour kii waaye nee nañ ma jot naa sa lettre rek fa la ñem. Âgé de 40 ans, El Hadj Thiam, méconnu par la plupart des Sénégalais, mais continue à développer des projets scientifiques d'une importance capitale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Un merci à toute l'équipe de la régie, la suite de la Total Blog d'information. Tout de suite avec Cheikh Hassan Fall. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h45.